Bon, bah, Juliette, j'ai essayé de suivre ton conseil et sur mon application de bookmark, eh bien, j'ai essayé de passer en Unit 5 et c'est une Ah ouais? véritable galère. Ah, cool. Ah bon? Bah, c'est pas du tout mature leur machin, je vais te montrer. Bon, qu'est-ce que tu racontes? Bah, j'ai vu que sur le net, la dernière version c'était la 5.4. Ouais, c'est Ok. ça. Bah, j'ai changé là, j'ai mis 5.4. D'accord. Oui. Hop, Vas-y, j'ai essayé de vas-y. builder. Et tu vois, Ah, le truc ouais. est même pas sur repository Maven. Ah, c'est dommage. Ah, franchement, c'est nul, hein. Bah ouais. Du coup, t'as pas du tout été lire la doc. Bah, j'ai vu que c'était la 5.4 sur Twitter, alors j'ai juste changé la version de la dépendance, non? Oui, c'est logique, oui. Bon, bah, du coup, si t'avais été un petit peu lire sur le sujet, t'aurais vu que la dépendance, en fait, elle a disparu. JUnit, là. Ça Celle-là n'existe plus. Bah, alors, C'est pour ça que ça marche pas. Bon, bah, En fait, ils ont décidé de splitter cette grosse dépendance en plusieurs sous-modules, donc 3 pour être exact, histoire de séparer un peu les responsabilités parce que ça commençait un peu à devenir la dépendance fourre-tout. Du coup, là, dans ton cas, donc, vu que tu veux migrer ton projet, le premier truc que tu vas vouloir importer, c'est JUnit Vintage. Vintage. Donc, bah, comme le nom l'indique, ça va être pour tout ce qui est rétrocompatibilité avec JUnit 4 et même JUnit 3, hein, si tu avais encore des tests en JUnit 3. Donc là, ça marche, quoi. Ouais, là, normalement, si tu runs ton projet, enfin ton clean install, ça devrait passer. Et là, tu t'es déjà débarrassé de JUnit 4. Ah bah, super. Donc, voilà. Ok, là, on voit bien les tests s'exécuter. Hmm. Ok, bon, c'est un peu bête d'avoir juste renommé la dépendance. Du coup, comment je fais maintenant pour passer en Unit 5 mes tests existants? Alors là, il va falloir importer une deuxième dépendance. Donc, ça va être JUnit Jupyter qui va contenir tous les outils dont tu as besoin pour écrire tes nouveaux tests en JUnit 5. Jupiter? Pourquoi ils ont Ouais. appelé ça Jupiter? Alors, ils ont fait une petite blague, c'est parce que c'est JUnit 5 et Jupiter, c'est la 5e planète du système solaire. Voilà. Non, Unit 7. Donc ensuite, alors comme je te disais, il y a trois modules maintenant, sauf que le troisième module, c'est JUnit Platform. Donc ça va être pour tout ce qui est intégration avec les IDE et les outils de build. Sauf que là, bon, je vois que tu es sous IntelliJ, donc tu n'as pas besoin de l'importer parce que c'est compatible avec JUnit 5. Et Maven aussi est compatible, sauf que là, il va falloir que tu penses à upgrader ton Maven Surefire plugin. Donc il va falloir que tu mettes un truc plus grand que la 2.22. Voilà, nickel. Donc là, Et c'est bon, on peut y aller. Ouais, normalement, t'es Ok. paré. Bon alors, premier test, celui-là. Ouais. Classique, hein, pas grand-chose de très compliqué en termes de use case. Comment je fais pour le migrer en Eh Unit ben, 5? allons-y. Le premier truc, donc, va falloir que tu changes un petit peu les annotations, oui. Donc, ils ont décidé de renommer un peu 2-3 trucs. Donc, par exemple, le before class, c'était un peu technique. Ils se sont dit qu'ils allaient renommer ça before all, Before all, avant ok. tous les tests qui va s'exécuter. Le before, ça va devenir before each. Before each, super. Pareil pour after, donc after each. Et là, bon, t'as pas de after class, mais ça deviendrait after all. D'ailleurs, le teardown fait des trucs très intéressants. Oui, franchement, belle appli. Ensuite, le ignore, ça va se transformer en disabled. C'est Donc, bon, rien de bien d'accord. fou encore. Et donc là, je vois que tu as une assertion qui vient de assert, et maintenant ça s'appelle assertions. Assertions, Oui. d'accord. Donc, ils ont changé celui-là. Ok. Nickel. Donc là, Donc c'est bon, là, je peux exécuter mon dernier truc. truc à vérifier, il faut que tu checkes ton import de add test, D'accord. parce que là, pour le coup, ils n'ont pas renommé le test, mais ça a changé de package. Donc, faut faire gaffe, parce qu'en général, on oublie, et ça marche pas. Donc, c'est pas le même. Ok, c'est pas le même package. Voilà. Tiens, tous mes publics là, ils sont surlignés en jaune. Pourquoi? Ouais, alors en fait, depuis JUnit 5, tu n'as plus besoin de renseigner le scope de tes méthodes de test, ni de tes classes. Donc, ça fait un peu moins de... Donc, je peux enlever public, c'est ça, ouais, quoi? exactement. Ah, c'est pas mal. Donc, c'est un peu plus concis. Et là, normalement, si tu runs ta classe, ça devrait marcher. Voilà, Ah, génial. Donc, premier test en Unit 5. C'est cool. ça va, Mais, c'est pas trop dur. Juste un truc. Ouais. Les mecs, ils ont splitté les modules en deux. Ils ont juste changé le nom des annotations. Bah, forcément, ils ont fait un peu plus hein, quand même. Voilà, par exemple, on voit, si on parle des assertions un peu, ils en ont rajouté quelques-unes. Bon, ça remplace pas encore une librairie comme Assergy, mais ça permet de faire des trucs sympas. Par exemple, je sais pas comment tu gérais tes exceptions dans ton code. En Unit 4, j'utilisais les rules, là, comme tu peux le voir là. Ouais, alors c'était un peu lourd quand même d'avoir tout ça.
Et ben là, en JUnit 5, tu vas avoir une nouvelle assertion qui va t'aider pour ce cas-là, qui va te permettre de supprimer ta rule. D'accord. D'ailleurs, il n'y a plus de rule en JUnit 5, donc comme ça, c'est fait. Et, ouais, et du coup, tu vas pouvoir utiliser assert rows. Donc à la place de ce que je faisais avec l'expect, là, je fais un assert Rows. Et tu vas lui passer le code qui est censé lever l'exception et le type de l'exception que tu attends. Donc là, j'ai le type d'exception, et là, sous forme de lambda, j'ai le code qui est censé me la lever. Exactement. Ok. J'espère que ce sera plus rapide cette fois. Ouais. Pas mal. Ok, c'est vrai que c'est un peu plus sexy que d'utiliser des rules. Ouais. Et du coup, la deuxième nouveauté au niveau des assertions, c'est assert all. Donc ça va te permettre, là par exemple dans ton premier test, tu as plusieurs assertions à la suite. Oui. Le problème c'est que là, si tu as la première assertion qui fail, tu verras pas les autres. Enfin, s'il y a d'autres fail par la suite. Donc là, si tu wraps tout ça dans un assert all, tu vas avoir un reporting complet sur tous les échecs de toutes tes assertions. Ah, donc ça fait de la soft assertions, quoi. Donc par exemple là, mes anciennes asserts, c'est chacune une lambda maintenant. Et tu me dis que là, par exemple, si je fais exprès de faire péter cette assertion-là et celle-ci, je suis censé avoir un reporting pour chaque, dans la même exécution. Ok. Donc là, j'ai bien pour le nom, et là, j'ai le tag. Ouais, c'est pas mal. C'est cool quand ça va accélérer le debugging dans certains cas, quoi. D'ailleurs, là, ton deuxième test, je vois que, en gros, tu essayes de tester les cas où ton nom il est invalide, c'est ça? Oui. Tu dis qu'il ne doit pas être empty ni blanc. Effectivement, ouais. Mais en fait, tu n'en testes qu'un seul, là, de cas. Ouais, j'ai oublié. Ouais, bon, blanc, empty, blanc, empty. On aurait pu faire un petit parametrize test. Parametrize test, c'est lourd quand même. Hein. Là, pour juste un cas tout simple comme ça. C'est vrai qu'en JUnit 4, c'était un peu lourd, surtout dans un cas simple, ouais. Sauf que en JUnit 5, c'est beaucoup plus facile. Donc là, en fait, il te suffirait juste de rendre paramétrable ton nom. Donc ici, le truc qui était blanc. D'accord, comme ça, ouais. Tu as juste à transformer ton add_test en add_parametrize test. Et tu peux lui fournir les cas de test dont tu as besoin en utilisant une annotation @valueSource. Comme ça. Donc voilà, ça va être un truc qui va prendre des tableaux de type simple. Donc là, en l'occurrence, toi, tu as besoin d'un tableau de string. Et tu peux mettre ce que tu veux. D'accord. Donc, je vais mettre empty. Je vais mettre blanc. Je vais mettre, allez, allons-y, la tabulation. Et je vais même mettre nul, tiens. Alors par contre, nul, ça va pas marcher. Ah, mais tu peux quand même passer un nul en mettant @nullSource en plus. @nullSource. Celle-ci. Je vois qu'il y a même @null and empty source. Ouais. J'imagine qu'on aura pu l'utiliser aussi. Tout à fait. Voilà. Et là, c'est bon. Normalement, c'est bon. Bon, tu m'en veux pas si j'enlève pas le public. Hein. Allez. C'est pas grave. Hein. Ça décore. Donc, ouais, on voit les 4 exécutions. C'est pas mal. C'est beaucoup plus léger, effectivement, de ce qu'on faisait en JUnit 4. Ok, du coup, tu vois le test du dessus, là. Le test du dessus, je vais faire en sorte que mon URL, ce soit un paramètre aussi de mon test. Ouais. Je vais faire en sorte que le nom, là, de mon bookmark, eh bien, ce soit un paramètre du test. J'imagine que si je prends ça, hop, que je me le mets là, je vais pouvoir spécifier quelque part le nom du paramètre. Alors, ça va pas marcher exactement pareil, vu que là, tu as 2 paramètres. Tu vas devoir utiliser un autre moyen pour lui fournir les cas de tests. Tu vas pouvoir utiliser @csvSource. Donc, et lui passer l'ensemble de tes paramètres au format CSV, donc dans un string séparé par des virgules, ou alors par autre chose si tu as envie d'overrider le délimiter. Ok, donc le premier paramètre, c'est une URL. Donc je vais mettre une URL. Le deuxième, c'est le nom de mon bookmark. Donc là, ça a un cas de test. Deuxième cas de test, je vais mettre séparé par une virgule. Je voudrais juste changer les noms, sinon c'est triché. Tac. Et là, c'est bon, c'est ça? Ouais. Ça va, c'est pas trop compliqué. Non, ça va. Ouais, c'est bien. Et tu vois que là, par défaut, le nom de tes sous-cas de test, ça va être la liste de tes paramètres. Oui. Ça, tu peux l'overrider si tu as envie d'avoir un truc un peu plus lisible. Il suffit que tu mettes un name dans ton paramétrage test. D'accord. Donc là, tu peux mettre ce que tu veux. Et tu peux même utiliser tes paramètres à l'intérieur du string en mettant entre accolades l'index du paramètre. D'accord. Donc par exemple, si je mets 1 là, ça va être le name. Ton name, ouais. Parce que j'imagine que ça commence à 0. Donc
pour l'URL, qui est le premier paramètre, là. Et donc là, ça devrait être plus lisible, tu me dis. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est pas mal. Ça rend les tests vraiment plus lisibles, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Bah, du coup, là, je vois très bien comment ça marche. C'est un type simple. Piège. Attention. Ici, j'ai une classe un petit peu plus compliquée qui s'appelle bookmark. Et tu peux voir que là, il y a pas mal de trucs dedans. Je ne vais pas utiliser un CSV source dans un test paramétré comme celui-ci pour créer mon bookmark. C'est vrai que ça va pas marcher là. Alors, comment je fais? Pardon. Alors là, déjà, le premier truc, c'est que tu vas pouvoir te passer des attributs, là, effectivement. Ouais, ça, c'était les trucs en Junit 4. Voilà, ouais. c'était un peu lourd, surtout que du coup, ça limitait un peu le nombre de tests par classe. Donc là, tu vas passer tes attributs directement au niveau de ta méthode. Ouais, ok. Ensuite, on va faire, comme tout à l'heure, on va mettre un paramètre ASTest au lieu d'un test tout simple. Donc là, tu peux enlever les attributs. Donc ceux-là, ouais. Ouais. Hop. Ça fait un peu de ménage. Et donc ensuite, là, je vois que tu générais tes 4 tests à partir d'une méthode. Oui, effectivement. Donc là, on va pouvoir recycler un peu ce principe. Tu vas juste devoir lui renseigner vers quelle méthode pointer pour aller chercher les 4 tests avec un @méthode source qui va prendre le nom de la méthode qui va générer les 4 tests. Donc tu dis je peux la recycler, donc j'utilisais C'est ça. celle-ci. Donc soit tu fais ça, soit tu appelles ta méthode de la même façon que ton test et ça marchera aussi. Donc tu dis que j'étais pas obligé de me faire ça si j'avais mis le même Ouais. nom C'est que ça. mon test ici, c'est ça? Bon, c'est un peu moins joli. mais- Ouais, on va garder celui-là. Donc ensuite, du coup, tu peux enlever le add_parameters vu qu'on vient de lui donner le pointeur vers la méthode. Et ensuite, il va falloir que ta méthode retourne un stream d'arguments au lieu d'une collection. Un stream d'arguments. Ouais. D'accord. Donc argument, c'est un une classe de stream Ginit 5. d'arguments. Et ensuite, il faut que tu changes la construction de ton stream. Tu peux utiliser une méthode statique de arguments pour créer tes arguments. D'accord. Ok. Comme ça. Ouais. Donc là, chaque argument, c'est un cas de test. Le premier paramètre, c'était mon tag. Et l'autre, c'était ma liste de bookmarks qui sera injectée ici. C'est ça. Donc là, normalement, dernier truc, tu peux enlever le runner, vu que les tests paramétrés, maintenant, c'est built-in. Et de toute façon, les runners, ça n'existe plus du tout. C'est comme les rules, ça a été supprimé. Ok. Donc, et là, normalement, voilà. Ah, j'ai tous mes cas de tests. Ça, c'est super cool. Bon, rien à voir, mais je pense à un autre truc qui m'embête des fois en Ginit 4. Tu vas me dire si il y a un nouveau truc cool en Ginit 5 qui me permet de faire mieux. Là, tu vois, j'ai 3 tests. Ouais. Et 2 de mes tests partagent une même séquence d'initialisation, comme tu peux le voir là. Pas le premier. J'ai pas envie de faire un setup, parce que c'est un peu lourd. Je veux que les tests qui en dépendent puissent hériter ce truc-là. Ok. Je peux te montrer un petit truc. Alors en gros, ce que tu veux faire, ce que tu es en train de me dire, c'est que ces 2 tests-là, ils sont un peu séparés du premier. Oui. Et que ça serait bien de les regrouper et qu'ils soient un peu isolés du reste. Donc en gros, ce qui serait cool, ce serait de les mettre dans une nouvelle sous-classe qui encapsule un comportement de ton repository, un état de ton repository. Donc là, par exemple, ça va être quand un bookmark a déjà été enregistré dans ton repo. Hop. Donc là, on va mettre nos 2 tests et on va pouvoir mutualiser cette initialisation dans un setup qui va s'appliquer uniquement à mes 2 tests et pas au premier. Voilà. Ensuite, il faut juste que j'indique à JUnit qu'il y a des tests à trouver dans cette sous-classe. Et là, j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal, qui me permet d'isoler ces 2 tests. Donc ensuite, je fais les modifs habituels, sinon ça va pas marcher. Bon, ça peut être un peu pénible et il ne faut pas l'oublier, parce que sinon... Et là, juste un truc là. Ouais. Tu m'as dit que les runners n'existaient plus et j'ai besoin du contexte Spring dans ce test. Comment on fait? C'est vrai, effectivement, j'avais oublié. Donc là, il n'y a pas de runner. Mais vu que, contrairement aux tests paramétrés, ce n'est pas built-in, l'intégration Spring, on va quand même devoir spécifier un moyen de s'interfacer avec Spring et ça va être fait via une extension. Donc ça, c'est un nouveau concept en Ginit 5.
Donc voilà, là, on a l'air d'être bon. Et là, Le texte qui magie. démarre. Ouais. Et Ah là, ouais, tu pas vois, mal. ça fait un truc plutôt lisible. Enfin, on a une petite... On voit l'imbrication comment des dire tests, ouais, c'est Exactement. sympa. Et on peut aller encore plus loin en utilisant une autre nouveauté qui s'appelle les display names. Donc en fait, ça va me permettre d'overrider le nom par défaut, qui n'est pas forcément hyper joli, et de taper un truc avec des espaces, tout ce que je veux, des emojis, voilà. Hop, là, je peux faire la même chose au niveau de ma classe de ma méthode de test. Donc là, hop, should save. Je suis pas obligé de mettre la même chose que ma méthode, c'est ça qui est cool. Et bookmark. Et là, si je réexécute tout, je devrais avoir les noms qui s'affichent dans mon IDE. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour la lisibilité. Ouais. Mais tu vois, moi, ce que je trouve pas terrible là, c'est que j'aime bien la manière dont tu nommé mes tests avec les should save bookmark. Ça me gonfle de devoir réécrire ça dans le display name en supprimant les underscores. C'est un peu C'est vrai redondant, non? que si ce que tu écris là, c'est juste ça, mais avec des espaces au lieu des underscores, tu peux utiliser un truc qui s'appelle un display name generator, donc avec display name generation. Tu peux lui indiquer plusieurs stratégies de génération de name. Donc là, par exemple, ce qui t'intéresserait, ça serait replace underscore. Ça fait que si je réexécute mon truc, et j'ai pas rajouté display name, là, mes tests de la fin, tu vois, hop, ils se sont transformés aussi. J'avoue que ça, c'est pas mal. mal. Ça, c'est plus lisible, c'est un peu plus élégant. Tant qu'on y est dans les features sympas, là, je vois que tu initialises ton bookmark à chaque fois pour tes tests. Sauf que par la suite, tu n'utilises pas les valeurs à l'intérieur du bookmark. Non, j'en ai Tu pas fais besoin, c'est juste pour enregistrer le bookmark, quoi. Du coup, est-ce que ça serait pas sympa d'avoir comme ça un bookmark qui est injecté directement au niveau de ton test et Ouais, de mais pouvoir se passer de ça? attends, je t'arrête tout de suite, je vais pas faire un test paramétré pour une valeur. Alors, je pensais pas vraiment à un test paramétré, même si ça se base sur la même chose. En fait, tu vois, tout à l'heure, là, je te parlais d'extensions. Bah, ce qui est cool en Gnuit 5, c'est que des extensions, c'est pas que destiné au framework genre Spring, c'est aussi, enfin, tu peux aussi les implémenter toi-même. Donc ça, c'est super cool, parce que je vais pouvoir là implémenter un truc qui s'appelle un parameter resolver, donc qui est un type d'extension. Tu es en train de me dire que on oui, peut mettre plusieurs extensions alors que les runners, ouais, on peut en tout à mettre fait. qu'un seul en Gnuit 4. Tu peux mettre autant d'extensions que tu veux sur une classe de test. Ah, Donc c'est ça, pas c'est mal. plutôt cool. Donc là, ici, au niveau de notre parameter resolver, on va avoir deux choses à lui spécifier. Premièrement, la condition d'application du resolver. Donc là, on veut l'appliquer quand c'est un bookmark qu'on essaye d'injecter. Et deuxièmement, la valeur à envoyer. Donc ensuite, si on retourne au niveau de notre test et qu'on exécute celui-là, donc là, j'ai supprimé la création du bookmark. Et pourtant, ça marche. C'est génial, ça veut dire qu'on est capable de découpler nos tests de la manière dont on crée nos objets de test et on pourrait les mutualiser entre plusieurs tests. Donc ça, c'est super cool. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et tiens, il y a un cas qui me vient à l'esprit. Et juste dis-moi comment on peut faire dans ce cas-là. Si j'avais envie de me faire injecter un type spécial de bookmark, comment je pourrais piloter le truc pour que ça marche? Alors, ce que tu peux faire, c'est tu peux venir décorer ton paramètre ici. Donc là, par exemple, si j'ai envie d'injecter un bookmark qui va pointer vers une vidéo, je peux rajouter une annotation vidéo comme ça. Donc ça va juste être un marqueur tout simple. Hop. Et là, si je retourne au niveau de mon paramètre resolver, ici, au niveau de la construction de l'objet, je vais pouvoir faire si mon paramètre, parce que là j'ai accès au contexte du paramètre, si il a la notation vidéo, et je vais lui construire un bookmark vers une vidéo. Hop, donc là je vais dire par exemple ça vient de YouTube. Ensuite je retourne sur mon... Qu'est-ce que j'ai fait? Il manque une petite... D'accord. Si je retourne ici et que là on va afficher l'URL du bookmark.
Ça, c'est pour prouver que ça marche et que c'est bien YouTube, quoi. C'est ça. Parce que D'accord. bon, là, effectivement, ça nous sert à rien dans ce test-là, mais bon, t'as demandé, je montre. Et là, hop, tu vois, Ah j'ai ouais, YouTube. ah, c'est pas mal. J'avoue que c'est vraiment sympa. Et là, tu vois, à ce niveau-là, bon, on parlait du fait qu'on peut mettre plusieurs extensions ici. Tu peux même faire en sorte que, bah, tu vois, cette ligne-là, bon, elle est un peu technique, on comprend pas trop ce que ça fait. Et bah, je peux venir la remplacer par pas une injection, une annotation custom. Donc, parce qu'en JUnit 5, on peut faire des méta-annotations de partout, contrairement à JUnit 4. Donc, c'est plutôt pas mal, encore une fois, pour rendre le code plus lisible. Ah ouais, Voilà, voilà. c'est vraiment cool. Tiens, ça me fait penser que tout à l'heure, dans ton bookmark test, j'ai vu que tu n'avais pas de test sur l'égalité entre tes bookmarks. Oui, c'est vrai que j'ai surchargé l'equal, /code, j'ai oublié de rajouter les tests. Et ce genre de test qu'il faut écrire tout le temps, c'est super chiant. Ouais, c'est vrai que c'est un peu pénible. J'avoue que moi, en général, j'oublie aussi, mais plus depuis que je suis en JUnit 5, parce qu'il y a un truc sympa, c'est qu'on va pouvoir ajouter des tests, enfin faire porter des tests par des interfaces en JUnit 5. Par exemple, là, si je crée une méthode qui s'appelle equalityTest, une interface, pardon, hop, je la rends générique, donc je lui mets un type T, et là, je vais pouvoir implémenter des tests directement ici. Super vite. Ouais, t'as vu. Donc là, mes tests ils vont être portés par des méthodes par défaut, tu vois. Là, j'ai un test pour l'égalité, pour la non-égalité. Et mes tests se basent sur deux méthodes qui ne sont pas implémentées ici, forcément. Donc un pour créer une valeur du type T et une autre pour créer une valeur différente. Ensuite, au niveau de mon bookmark test, j'ai plus qu'à implémenter la fameuse interface. Donc là, nous, on veut tester l'égalité entre des bookmarks. Et là, il nous suffit d'implémenter les deux méthodes. La première, je lui passe un bookmark au pif, comme ça. Et la deuxième, un autre qui est censé être différent, forcément. Voilà. Donc là, maintenant, si je viens runner ma classe de test, on voit qu'il y a deux tests qui sont apparus. Sauf que, en fait, ils ne sont pas implémentés ici. Et ça, c'est génial parce que si par exemple j'ai une interface métier dans mon code et que j'ai plusieurs implémentations de cette interface et que je veux vérifier qu'elles partagent toutes le même contrat, je pourrais faire ça dans une test interface et en hériter, enfin l'implémenter dans mes tests d'implémentation et automatiquement j'aurai le test de contrat sans avoir à tout dupliquer, quoi. C'est ça. Ah, c'est vraiment c'est bien. plutôt pas mal. Bon, tu vois, c'est quand même intéressant, JUnit 5. Ouais, c'était plus facile que je le pensais. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que premièrement, la migration, c'est quand même super facile. Surtout que avec JUnit Vintage, en fait, rien t'empêche de migrer tout ton code d'un coup. Tu peux très bien migrer 2-3 tests et puis garder la dépendance et toujours avoir des tests en JUnit 4 qui tournent. Ensuite, tu as des nouvelles features plutôt pas mal. Donc là, les tests interface, ça permet vraiment d'ouvrir des possibilités, pas mal de possibilités. Et surtout, le plus important, c'est l'introduction des extensions qui permettent vraiment d'ouvrir le framework vers l'extérieur et de permettre, en gros, si tu as des besoins spécifiques de tests, tu peux très bien implémenter des features toi-même. Donc, par exemple, là, on a vu les paramètres resolver, mais il y a plein d'autres types d'extensions. Donc, ça te permet vraiment de faire tout ce que tu veux. Tu peux me montrer, c'est cool, ça a l'air cool. Écoute, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller lire la doc. Hein. Ok, cette fois-ci je le ferai. Donc voilà, il y a le site de JUnit 5 qui a une doc et un user guide assez bien fait. Donc il y a tout qui est expliqué, notamment les extensions, tous les types d'extensions, tout ce qu'on peut faire avec. Voilà. Donc j'espère que ça vous a convaincu et que ça vous donne envie d'essayer JUnit 5. Pour nous présenter rapidement, je m'appelle Juliette Derancourt, je suis consultante chez Carbon IT et actuellement je suis en mission à la Société Générale. Et moi je m'appelle Julien Topsu, je suis tech lead à la Société Générale et la Société Générale est sponsor gold de JUnit 5, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà. On espère que ça vous a plu. Ouais. Vous avez le code, tout le code qu'on vous a montré est disponible sur GitLab ici. Il y a les implémentations en JUnit 4 et en JUnit 5 si vous voulez faire la comparaison
partout dans le code. Voilà. Et merci à tous. Merci. C'était super rapide. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a au milieu là. On a été beaucoup plus... Mais on n'a rien zappé, hein? Hein? Je crois pas. Hein? Merci. À quoi sert la dépendance vintage? Est-ce qu'on peut le faire aussi avec JUnit 4 et JUnit 5, les deux dépendances simultanées Non, il faut vraiment avoir un seul des deux. Enfin, on peut, mais bon, c'est un peu bizarre d'avoir les deux dans le ClassPass. Et vraiment, JUnit Vintage, ça remplace complètement JUnit 4, donc autant utiliser... D'accord, donc En c'est fait, une best practice. En fait, Ouais. c'est plus qu'une best practice. Avec JUnit Vintage, ils assurent le fait qu'on puisse faire cohabiter JUnit 4 et JUnit 5. Si on met juste Jupyter dans le pass, les tests JUnit 4, même si on a des dépendances JUnit qui sont là, ne seront pas exécutés. D'accord. Ok. Merci. Il me semble. Une autre question? Non? Il y a une question ici. Non. Une dernière question? Est-ce qu'au niveau des bases de données, il y a quelque chose qui a été fait type DBUnit et qui est intégré à JUnit 5 ou c'est encore d'autres frameworks à utiliser? C'est possible de répéter la question un peu plus fort, j'en ai pas entendu. Non, alors au niveau des bases de données, est-ce qu'il y a des mocks intégrés en JUnit ou est-ce que c'est encore d'autres frameworks à utiliser? Non, il n'y a pas d'implémentation spécifique base de données dans JUnit. Ils sont vraiment restés au niveau de l'infrastructure de framework de test. Et les méthodes de test basiques, quoi. Là, on s'appuyait sur DataJPA-test de Spring. Une autre question? Non? Bon. Eh bien, merci à tous.